Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours, du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, évidemment. Bien dans son job, on parle de la parité dans la haute fonction publique. C'est un sujet intéressant parce qu'on a beaucoup parlé de la loi Rixain. On va en parler avec Martine Filleul, elle est sénatrice du Nord, co-auteure d'une proposition de loi transpartisane pour renforcer l'accès des femmes justement aux responsabilités dans la fonction publique. Elle est notre invitée. Le livre de Smart Job, Parler pour être écouté. Bah oui, tout le monde parle, mais il y a des techniques et on en parlera avec son auteur, Michel Taïeb. Elle est comédienne, dramaturge et auteure de ce livre pour être écouté. Et il faut savoir développer sa présence et maintenir l'attention. Et puis dans le cercle RH, le cercle des experts, avec nos 3 experts, on reviendra évidemment sur peut-être cette stratégie de vouloir enjamber la réforme des retraites pour parler salaire, pour parler pouvoir d'achat. On fera le point avec eux. On parlera des départements aussi, chiffres de l'INSEE, où le chômage est le plus bas et où le chômage est le plus haut. Et puis on terminera avec nos experts sur la semaine des 4 jours plébiscités par les professionnels. Et on terminera notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, le top 5 des métiers à impact. Et on en parlera avec Catherine Brennan, directrice des opérations chez Burdeo. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler parité, égalité femmes-hommes. Alors on en a beaucoup parlé sur ce plateau à travers évidemment la loi Rixain qui porte le nom d'une députée. Et on en parle là avec Martine Filleul. Bonjour Martine Filleul. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Sénatrice du Nord, alors on est très heureux d'accueillir une sénatrice. On a peu de sénatrices qui viennent sur le plateau de Bismart. Sénatrice du Nord socialiste, groupe SER, co-auteur d'une proposition de loi transpartisane pour renforcer l'accès des femmes aux responsabilités dans la fonction publique. C'est comme si vous combliez un vide, puisque la loi Rixain traite des entreprises privées, et vous êtes intéressé à cette question. D'abord, pourquoi ? J'ai le sentiment, moi je vois ça de l'extérieur, que souvent la fonction publique, la haute fonction publique, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés. Quand on voit les chiffres, beaucoup d'hommes, peu de femmes. Effectivement, il y a beaucoup d'agents de la fonction publique qui sont des femmes, 60%, mais peu qui exercent des responsabilités. Seulement 14% des femmes sont des cadres dirigeants dans la fonction publique. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, la fonction publique n'est pas attractive. On le voit, il y a très peu de candidats au concours. Et je pense que si la fonction publique fait un effort pour être davantage exemplaire, en particulier en matière de parité, eh bien, elle sera davantage attractive. L'objectif, c'est de passer de 40 à 45%, donc ce sont des étapes, on peut aller encore plus loin, d'un taux minimal de personnes de chaque sexe pour les primo-nominations. Alors c'est un peu jargonné, mais en un mot, il faut quand même donner et expliquer à ceux qui nous regardent qu'est-ce qu'on met en place concrètement pour permettre à des femmes de devenir DGS, directeur général des services, ou avoir des fonctions importantes dans les ministères. Comment on organise cela ? Mais il faut savoir déjà qu'il existe une loi qui a voulu augmenter le nombre de femmes dans la haute fonction publique. C'est la loi Sauvadet qui avait été votée donc il y a 10 ans. Et avec ma collègue Dominique Vérien, nous avons fait un rapport qui montre que cette loi Sauvadet n'a pas permis d'avancer suffisamment. Et nous disons qu'il faut changer de braquet, car même si la loi Sauvadet a permis d'augmenter le nombre de femmes jusqu'à 40% dans les primo-nominations, elle n'a pas réellement permis un progrès significatif dans le nombre de femmes qui sont réellement en poste. Mais d'un point de vue... comment on fait ? Le critère de la loi Sauvadet, c'était donc de recruter pour une première nomination dans la haute fonction publique 40% de femmes. On en est où là sur le chiffre, vous qui avez fait le rapport ? La loi Sauvadet, on est arrivé à combien ? On est loin des... On est arrivé au nombre de femmes que la loi Sauvadet se promettait d'atteindre. Et là, Mais par contre, le critère, c'était la cible, plus exactement, c'était les primo-nominations. Et ce dont on se rend compte, c'est qu'en fait, le rythme des primo-nominations ou le départ des femmes sur un certain nombre de postes fait que si on considère le stock, c'est-à-dire le nombre de femmes
effectivement en situation, eh bien, on n'arrive pas à un effectif significatif. Pour y voir clair, ce sont des profils de poste pour ces femmes, quand vous dites dans la haute fonction publique, ce sont des femmes qui ont quoi? Qui ont fait l'ENA, qui ont fait des écoles de commerce, qui ont fait des grandes écoles, qui ont fait des écoles d'administration. C'est quel profil Ce sont pour des postes de direction. D'accord. Elles sont recrutées pour des postes de direction et parfois c'est l'ancienneté dans un poste et le diplôme qui font qu'elles peuvent concourir. Il y a quand même l'idée aussi de jouer la passerelle entre le secteur privé. J'évoquais la loi Rixain tout à l'heure. On est d'accord, la loi Rixain ne traite pas de ce sujet, parce que là, j'ai le sentiment que votre proposition de loi, elle vient combler un vide. C'est-à-dire qu'on avait traité des sujets de l'entreprise privée, et il y a eu la loi Copé-Zimmermann bien avant, et que c'est un nouvel élément. Ça peut être repris par le gouvernement, cette PPL, ou pas? L'équivalent de la loi Copé-Zimmermann, c'est la loi Sauvadet dont on vient de parler. Nous avons... proposer des exigences un peu plus importantes dans le cadre de notre proposition de loi. Pour ce qui concerne la fonction publique. Elle peut être votée, oui, absolument, parce que le ministre a été consulté à plusieurs reprises par moi-même, la co-auteure, et également par Madame Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes, et il a considéré que notre texte pouvait être le bon véhicule législatif. Et donc, comme elle a été votée au Sénat, elle va pouvoir maintenant aller à l'Assemblée nationale où, a priori, elle devrait recevoir l'assentiment des députés. Martine Filleul, est-ce que vous assumez le mot quota, vous, la sénatrice de la République française? Parce que toutes ces lois successives sont finalement des lois, vous pour la fonction publique et avant dans le privé, ce sont des lois de quotas. On dit qu'il n'y a pas d'autre issue que d'imposer des quotas dans les secteurs d'activité. L'histoire montre, si on remonte dans le temps, que s'il n'y a pas de quotas, les choses n'évoluent pas. Et donc, il faut décidément en passer par la loi. Ce n'est pas, je veux bien l'entendre, complètement satisfaisant, mais c'est une manière de faire évoluer la situation. Juste un mot un peu technique, mais ces femmes, on les recrute, il y a un vrai débat de sourcing. Vous parliez du stock, mais il y a le sourcing. Il y a aussi beaucoup d'acteurs de la fonction publique qui disent, après tout, pour remettre un peu de sang neuf, il faut aller chercher des femmes directement dans le privé, pour essayer finalement de redonner un peu de sang neuf, de moderniser, d'apporter une manière de travailler différente. Est-ce que ça, vous y souscrivez aussi? Il y a déjà beaucoup de femmes qui viennent du monde du privé, qui travaillent dans la fonction publique. D'ailleurs, la fonction publique recrute de plus en plus de contractuels et veut quelque part adopter une culture privée dans la fonction publique. C'est le sujet. Et à ce propos, je me permets de dire que un des articles très importants de cette proposition de loi concerne un index de la parité. Nous avons voulu faire monter le niveau d'exigence et avoir justement autant d'exigences dans la fonction publique que dans le monde comme l'index Pénicaud de l'entreprise. C'est l'index Pénicaud qui n'est pas parfait, on le sait. Mais transposé à la haute fonction publique. Absolument. Ça, c'est très intéressant. Mais c'est une obligation qui apparaît maintenant et qui sera sanctionnée si les conditions ne sont pas respectées. Merci Martine Filleul. Cet index qui est une information importante. Espérons que cette loi puisse être votée et aille jusqu'au bout de son processus. Sénatrice socialiste du Nord, et vous êtes la co-auteure de cette proposition et vice-présidente de la délégation aux droits des femmes au Sénat. Merci de nous avoir rendu visite. Je vous en prie. La suite de notre programme, c'est le livre de Smart Job. Comme chaque semaine, bien évidemment, sénateurs ou journalistes partagent un point commun. Ils parlent, ils s'expriment à l'oral, et notre livre parle justement de parler pour être écouté. C'est le livre et on accueille son auteur juste après. Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un auteur, une autrice et un livre aujourd'hui, parler pour être écouté. Alors ça tombe très bien, on est sur un plateau de télévision et c'est vrai que j'ai plutôt l'habitude de vous parler et j'espère que j'impacte par mes mots. C'est tout l'objet de ce livre, développer sa présence, maintenir l'attention, faciliter la compréhension, Erol, 67 exercices, parce que ce n'est pas qu'un livre de philosophie, c'est un livre d'exercice, vous pourrez vous exercer et son auteur est avec nous, Michel Taïeb est là. Je suis ravi de vous accueillir, Michel.
C'est vrai que pour ceux qui sont des professionnels de la parole, votre livre, il est très utile parce qu'en fait, tout le monde parle sans réfléchir. Et vous nous prenez par la main et vous nous expliquez et vous nous décryptez ces enjeux de la parole et de leur puissance. D'abord, une question un peu traditionnelle, mais il faut vous la poser. Vous êtes comédienne, dramaturge, vous avez joué au cinéma, au théâtre, à la télévision. Pourquoi ce livre ? Pourquoi avoir décidé de transmettre votre savoir ? D'habitude, les comédiens le gardent secrètement avec eux. Ça, et pas vous. Je ne sais pas pourquoi cette envie de transmettre. En tout cas, j'ai l'impression que je suis née avec, que j'ai eu envie, comme ça, de partager, de transmettre. Après, il m'arrivait quand même une chose intéressante, c'est que j'étais presque à la fin de l'écriture de ce livre, quand tout d'un coup, je me suis dit, mais je travaille sur l'écoute. Alors qu'au fond, ce que j'ai reproché, entre guillemets, à ma famille tout le temps, c'est qu'il y avait de la place et de l'écoute que pour ma petite sœur. 2 ans, ma cadette, handicapée, impossible pour elle de faire silence, elle parlait tout le temps. Avec souffrance, c'est pas simple pour elle et pour nous. Et finalement, déficit d'écoute dans la famille, déficit de silence. Je crois que c'est un objet de résilience aussi par rapport à ça. Donc ça, c'est tout à la fin de votre travail d'écriture. À la fin, j'ai compris. Je raconte quelque chose de moi, là. Complètement. En plus, je me suis dit, c'est pour ça, au fond, que je suis aussi obsédée par la diction. Parce que ma petite sœur, elle a une élocution qui est presque incompréhensible. Mais j'ai pas compris tout de suite pourquoi je le faisais. Et ça, quand ça m'est tombé dessus, c'était cadeau, quoi. Ça, c'est très intéressant. On n'écrit jamais un livre par hasard. Jamais. Sur ce livre et sur la matière brute que vous nous offrez et vous la décryptez, il y a quand même des grands enseignements. Vous dites, on parle, mais on ne le sait pas, mais notre corps aussi s'exprime. Il parle, il y a des choses à l'intérieur de notre corps. Racontez-nous ça, parce que c'est très troublant, ce diaphragme, ces colonnes d'air, c'est très intéressant. Alors moi, j'ai souvent coutume de dire, enfin je dis même tout le temps, que la voix, c'est du corps. Parce que la voix, elle va se proférer, se sortir de notre bouche, mais elle a circulé suivant une colonne d'air qui, si le diaphragme est bien détendu, va laisser de manière fluide passer la voix, et donc une détente évidemment corporelle. Mais dans votre métier de comédien, on va au théâtre et on se dit, effectivement, il y a de la présence, il y a de la présence vocale, il y a du scénique, il y a du texte, c'est votre métier. Dans l'entreprise, j'ai le sentiment, peut-être me trompais-je, mais qu'on néglige en fait cette théâtralisation même de la prise de parole. On la néglige. On ne parle qu'au cerveau. Oui, c'est vrai. Souvent, on me demande, oui, mais ok, mais sur le contenu, qu'est-ce que vous allez transmettre ? Je dis, oui, ok, mais un contenu qui n'est pas transmis par une forme qui est détendue, qui est consciente, ça n'est pas entendu. Donc l'important, c'est que ce soit entendu et surtout écouté. Juste un mot, parce qu'il y a un petit dialogue que vous citez de quelqu'un que vous citez qui va monter sur scène. J'ai trouvé ça assez intéressant. Et puis vous l'interrogez, vous dites, et vous racontez sa position de corps sur scène, cette espèce de façon qui n'est pas tout à fait en face du public. Et en fait, vous dites, au fond, c'est parce qu'elle n'est pas au clair avec sa pensée, que c'est pas si clair et que c'est important ça. Quand on dit que ce qui se pense clairement s'énonce clairement, c'est ce que vous portez dans le livre aussi. Tout à fait. En fait, l'exemple que vous prenez, c'est un exemple que j'aime bien. Ça démarre les dialogues. Donc, Maë est un personnage que j'ai inventé. C'est ça. Le livre se divise en 3 actes. Et dans chaque acte, il y a des scènes. Et chaque scène porte une difficulté. Enfin, Maë porte une difficulté. Donc, la première dont vous parlez, c'est elle a en effet le corps pas complètement en face parce qu'elle n'ose pas. Et alors, évidemment, il y a plein de raisons pour lesquelles elle n'ose pas. Mais il y a l'intention qui n'est pas claire. Si je suis clair avec ce que je veux faire, ce que je veux dire, d'une certaine manière, ça va m'aider à affronter, parce que c'est un véritable affrontement aussi, sans forcément qu'il y ait un conflit dur. Oui, c'est vrai, il y a une forme de rapport de force avec l'autre. Bien sûr. Impacter, ça veut dire ça. Quand on est un manager, ça veut dire savoir installer sa voix, savoir installer... Et vous dites aussi, j'ai trouvé ça très beau, que ça se passe d'abord par le regard. On doit d'abord se connecter. Oui. C'est essentiel. On ne le fait pas dans l'entreprise. On est la tête dans ses notes, on n'est pas avec l'autre, on balaye du regard. Vous dites balayer, qu'est-ce que c'est moche ? Oui, balayer, c'est comme si le public était un détritus. Des détritus qu'on balaye. Exact. En fait, il faut regarder, il faut donner son regard, comme on donne sa présence, comme on donne sa voix. Les acteurs parlent beaucoup de dons, on donne une représentation, ils se sont donnés ce soir. Il y a cette dimension
d'engagement du corps. D'engagement et de don et d'être sur l'autre. Vous y teniez beaucoup, et nous aussi d'ailleurs. Page 93, donc il y a une série d'exercices extrêmement concrets que vous pouvez faire chez vous. C'est intéressant parce que pas besoin d'avoir Michel Taïeb à portée de main, vous pouvez aussi le faire vous-même. Alors c'est l'exercice, je l'ai choisi parmi plein d'autres, mais voyelle et résonance, voyelle orale, voyelle nasale, et vous précisez que c'est à réaliser individuellement ou on peut le faire en groupe. Comment on fait là? Juste pour nous donner un petit aperçu. Je voudrais, pour démarrer, dire que c'est un exercice intéressant parce que beaucoup d'entre nous n'aiment pas leur voix. Et on n'aime pas notre voix parce que souvent on ne la reconnaît pas. Et on ne la reconnaît pas parce que quand notre voix est à l'intérieur, elle est en résonance avec notre squelette, avec nos os. Quand on l'entend de l'extérieur, elle est complètement détachée de ça. Donc, à la fois pour sentir les résonances de sa voix et pour se réconcilier, parce que c'est ce qui se passe avec les stagiaires avec qui je travaille, je propose de prendre une phrase, d'en isoler les voyelles. Par exemple, je vais manger ce matin. Hein. En a un. Et ensuite. En articulant. Alors, pas forcément. En tout cas, oui. En tout cas, en décomposant bien. En décomposant les voyelles, en les donnant bien clairement. Et ensuite, sur une seule note, les faire rouler entre elles. Et ça donne. Et on entend la résonance. Et quand les stagiaires, les personnes qui viennent travailler avec moi, entendent la résonance, très souvent, ils se disent, mais j'ai jamais entendu ma voix comme ça. Et c'est le début d'un parcours, parfois, pas toujours, mais souvent. C'est presque le zazen, là. Presque. Ouais. Ça fait penser un peu au bol tibétain. Exactement. Mais c'est pas mystique. Mais ça peut l'être, mais c'est pas forcément mystique. Mais en tout cas, on ressent des vibrations quand vous le faites. On ressent des vibrations. Et on est être de vibrations, hein, c'est ce que je dis, et c'est pas moi qui le dis. Hein. Merci Michel Taïeb de nous avoir apporté votre sourire et ce livre qui est un livre vraiment important, riche, et on aura compris aussi l'importance qu'il revêt pour vous, ce livre, sur le plan personnel, puisque vous nous l'avez dévoilé sur le plateau. Parler pour être écouté, développer sa présence, maintenir l'attention, ça c'est une demande très forte aussi. J'ai perdu une partie de la salle ou de mes collaborateurs, et faciliter la compréhension, évidemment, c'est une clé. Erol, 67 exercices issus du théâtre pour améliorer votre prise de parole. Vous êtes par ailleurs comédienne, dramaturge et écrivaine. Merci de nous avoir rendu visite. On fait une courte pause et vous le savez, c'est le cercle des experts pour balayer, oh là là j'ai dit balayer, pour nous intéresser à l'actualité. Elle est riche aujourd'hui avec l'idée peut-être d'enjamber la réforme des retraites pour parler travail. On parlera aussi des départements où le chômage est le plus faible, mais aussi les départements où le chômage est le plus fort. Puis on reviendra sur la semaine des 4 jours, de plus en plus plébiscité. Voilà le programme et on en parle avec nos experts juste après la pause. Le cercle RH et les experts de Smart Job pour parler de l'actualité. Alors évidemment, on va moins parler de la réforme des retraites, encore que, puisque vous avez vu qu'il y a une demande du côté partenaires sociaux, le gouvernement, de travailler sur le pouvoir d'achat et puis aussi les salaires, donc évidemment leur demandant de revenir à la table des négociations. Est-ce que c'est une manière d'enjamber le débat des retraites, de dire que finalement l'affaire est réglée, encore qu'il y a le Conseil constitutionnel? On va en parler. Les départements, vous avez observé cette carte de l'INSEE, on va le commenter, ces départements où le chômage est le plus faible et les départements où le chômage est le plus élevé. Très intéressant, c'est des chiffres qui viennent de l'INSEE. Puis on terminera par la semaine des 4 jours, qui n'est pas une anecdote, parce qu'il n'y a pas une semaine où une étude vient nous expliquer l'importance de cette semaine des 4 jours. Les salariés le souhaitent et le plébiscitent. Marine Balançard est avec nous, directrice générale du cabinet Ariséal. Bonjour Marine, merci d'être là. Face à vous, François Vigne, associé Sycomore Corporate Finance, membre des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci d'être avec nous. Et William Tay, président de Le Millénaire, qui est un think tank. Je le dis bien? Oui, tout à fait. Ouais. Gaulliste, néo-gaulliste. Gaulliste, oui. Gaulliste, c'est intéressant de savoir ce qu'est un think tank gaulliste. Commençons par cette. Vous l'avez évidemment remarqué, nous sommes en attente de cette décision du Conseil constitutionnel. Comment vous regardez cette idée comme là du gouvernement de proposer aux partenaires sociaux d'enjamber le débat des retraites et d'aller au vrai sujet, c'est-à-dire le sujet du pouvoir d'achat, qui est un vrai sujet, le SMIC, toutes ces questions, et de retravailler avec les branches, en un mot, de leur dire remettez-vous autour de la table, on a mis un coup d'éponge sur la toile cirée, puis on réavance. C'est quoi? On est dans de la tactique politique, on est sur des sujets essentiels, parce que c'est des sujets essentiels, alors qu'au même moment, Elisabeth Borne dit au président de groupe que l'activité parlementaire est ralentie. Comment vous observez cette stratégie, s'il y en a une?
vous ai dit, enfin, c'est de la tactique politicienne. Maintenant, est-ce que ça va suffire à enjamber la crise? Enfin, tout indique que non. Enfin, je crois qu'il y a quand même des indications assez claires que les partenaires sociaux ne sont pas prêts, comme ça, à faire la paix et à faire reset tout de suite après avoir, on va dire, reçu un certain nombre de coups. Et donc, je pense qu'il y a une urgence à sortir de cette crise. Est-ce que ça va suffire? Est-ce que les partenaires sociaux vont être quelque part dupes du subterfuge? Je ne crois pas. Donc il faut aller au fond des choses. Par ailleurs, il ne faudrait pas non plus que le gouvernement fasse n'importe quoi pour essayer de rattraper un coup qui a été pour l'instant assez mal géré. Donc je pense qu'il faut aussi éviter qu'on fasse de nouvelles bêtises après avoir fait un certain nombre au cours des derniers mois. Marine, le gouvernement prépare une loi sur le travail pour tenter de tourner la page des retraites, sauf qu'au même moment, je le redis, la Première ministre dit ça bloque, ça avance pas. Il faut la tourner, la page des retraites, et passer à autre chose, parce qu'on nous dit qu'il y a pénurie d'emploi, que les salaires sont trop bas. C'est quand même, malgré tout, je me fais l'avocat du diable, des vrais sujets quand même. Oui, mais je trouve que, je reprends vos propos, mais je trouve que c'est quand même assez habile de vouloir enjamber cette partie retraite et cette cristallisation sur les 64 ans comme âge de départ. Maintenant, donc ça, c'est terminé et on donne une chance aux syndicats. Et à mon avis, ils vont la saisir, de revenir à la table des négociations. Et moi, je me rappelle quand même de l'épisode des Gilets jaunes où les syndicats avaient complètement perdu le contrôle et ne représentaient plus rien. Et là, ils ont quand même relativement bien encadré tout ce travail sur la réforme des retraites. Ils ont bien tenu leur cortège et ils sont revenus au premier plan. Et je trouve que c'est très important de valoriser les syndicats ont besoin de se valoriser. Ils ont repris un rôle essentiel pour le dialogue social et à mon avis, ils vont saisir la perche. Donc sans pour autant éliminer le conflit qu'il entretient avec le gouvernement sur les retraites, parce que c'est ça le sujet en fait. Il se dit si on y va, c'est le piège, mais si on n'y va pas, on perd en légitimité. Enfin, vous êtes d'accord, William? Oui, je suis plutôt d'accord. Il faut comprendre pour quelle raison a été élu Emmanuel Macron. Il avait été élu en 2017 pour rompre les déterminismes sociaux, lever les barrières de l'emploi, mobilité géographique, etc. Les insiders, les outsiders. Outsiders, et puis renforcer l'attractivité de la France. Pour 2022, il a été élu par défaut parce que les Français ne voulaient être représentés ni par Mélenchon ni par Le Pen, dans un contexte de crise marqué par la crise sanitaire et par la guerre en Ukraine qui a produit un effet drapeau. Donc il a une fonction essentielle qui est de gérer la crise. On a vu ensuite aux élections législatives que le projet qu'il portait était mis en minorité, donc il avait une majorité relative. Donc, par essence, il a un mandat, 1, pour gérer les crises, et 2, provoquer des projets consensuels capables d'aller au-delà de sa marge et donc sa base politique essentielle. Donc, qu'est-ce qu'il lui reste à faire? Vous avez la réforme des retraites qui va passer probablement. Le Conseil constitutionnel a 3 solutions, soit une censure complète en raison de la procédure. La plus probable, c'est une censure partielle. C'est ça. Une censure partielle. Et ensuite, après, une validation complète, mais on n'y croit pas en raison de l'article 2, l'article 3 sur index senior. Donc, à partir de ce moment-là, il a fait une victoire à la Pyrrhus, et maintenant, il ne peut plus porter de projets politiques sur lesquels les oppositions de gauche et de droite s'opposeraient forcément. Donc il a plus d'espace, là. Non, il y aura justement un seul deux espaces, les crises, sur lesquels il a un mandat très clair, et ensuite les projets dits consensuels, capables d'aller au-delà, comme sur l'énergie nucléaire, sur le plein emploi, auxquels on voit mal les oppositions et de gauche portées par la NUPES, les oppositions de la droite républicaine et du RN, pouvoir porter et dire vous avez tort, ce serait mauvais d'atteindre le plein emploi et d'augmenter le pouvoir d'achat. Parce que dans la tuyauterie parlementaire et dans les grands projets, il y a la fin de Pôle emploi vers France Travail, qui est un énorme chantier pour remettre tout le monde, tous les acteurs, régions, associations, institutions. Et il y avait 5 pistes dans cette fameuse loi travail. Peut-être qu'elle verra le jour. Assurance chômage pour les démissionnaires, ça avait été voté, je crois, dans une proposition de loi, mais réintégré dans le texte. Indemnité de rupture renforcée pour les plus de 55 ans, donc qui revient un peu sur le débat, finalement, des retraites. Un guichet unique, évidemment, pour permettre aux demandeurs d'emploi de pouvoir avoir un accès plus facilité. La semaine des 4 jours, on va en parler. Et le compte épargne-temps universel. Bon, c'est des sujets qui ne sont pas inintéressants, ça, quand même. Non, ce sont des petits sujets. Vous parlez de stratégie, mais en même temps, c'est des sujets que les Français attendent. Donc, c'est là où... Et je pense que sur ce sujet, il est important de laisser les partenaires sociaux travailler tout seuls et que le gouvernement s'en mêle le moins possible. On a bien vu que les partenaires sociaux faisaient beaucoup mieux actuellement que quand l'État s'en mêle. On l'a vu sur le partage de la valeur, etc. Donc ils auraient raison d'aller autour de la table. C'est important de laisser les partenaires sociaux et que le gouvernement s'en mêle pas trop. Je pense, évitons de mettre de la politique, ou de ne pas y avoir de politique. Ça serait mieux pour l'État. Et en revanche, il est très important de rétablir l'unité des Français. Je pense qu'aujourd'hui, on a un pays qui est extrêmement fracturé. Et l'urgence, en effet, c'est de sortir de cette crise par le haut. Et donc, on est en recherche à l'unité, en recherchant l'apaisement et en sortant enfin de cette crise. Mais Marine Balançard, un mot, parce qu'il y a qui fait écho, le niveau de chômage qui est très bas. L'objectif d'Emmanuel Macron, c'est d'aller au plein emploi, 5,5. Il y a dans ces textes-là cette idée que vous portez là, William, mais... politiquement, ces syndicats ont resyndicalisé, se sont rélégitimés. Vous dites, qu'ils auraient tort de ne pas y aller.
Oui, surtout que... Mais ça veut dire donc que vous faites une croix sur le débat des retraites. Vous considérez que c'est une affaire réglée et gagnée pour le président Macron? Bah oui, en tout cas, c'est sa stratégie et on va s'attacher à travailler sur autre chose. Mais je dirais que les syndicats sont relégitimés puis renouvelés parce qu'avec Marie Binet à la CGT, c'est quand même un nouveau profil, plus jeune, conseillère principale d'éducation, études de philosophie. C'est intéressant. Donc, CGT cadre. Oui, Cadre, CGT cadre, ouais. oui. On est d'accord. Elle vient des cadres, donc c'est une petite révolution qu'un syndicat ouvrier à l'origine. Mais les syndicats ont dit qu'ils iraient, mais qu'en revanche, ils n'oubliaient pas pour autant ce qui s'était passé sur les retraites. Ils ont été très clairs. Et on l'a bien vu lors de la réunion la semaine dernière chez la Première ministre. Les départements, vous l'avez vu, où le chômage est le plus bas. Alors vous allez me dire, on fait toujours de la politique sans en faire, mais quand on place la carte électorale et la carte du chômage, c'est intéressant parce que là, on y lit des choses. Mais restons que sur la carte du chômage, Mais l'Ouest... où le chômage est le plus bas, Vitré, des villes du côté de Nantes où le chômage est en dessous de 5, et puis une zone occitane, Pyrénées-Orientales, et puis le Nord traditionnellement. Et ça repose le débat sur le SMIC, parce que certains disent, mais puisque c'est le débat qui est posé, il faut augmenter les salaires, mais il faudrait que le SMIC soit évolutif en fonction des endroits où on y habite. Le logement n'est pas au même prix à Paris qu'à Lille. Mais cette carte montre plusieurs choses. La première, c'est que depuis 2017, là où le taux de chômage a le plus baissé, c'est là où le taux de chômage était le plus important. Ça, c'est le premier élément qu'on voit intéressant. Par contre, là où le taux de chômage était déjà faible, il baisse un peu moins. Donc ça veut dire que le premier enseignement qu'on peut en tirer, ça veut dire que la politique d'incitation et d'attractivité fonctionne, mais il y a une limite, c'est qu'on a toujours un chômage dit structurel en France, notamment dans la région parisienne, où le taux de chômage n'a pas varié, notamment à Paris, dans les Yvelines, etc. Donc ça pose une autre question, est-ce que cette politique de la loi travail permettra d'aller au-delà du chômage structurel, sans incitation supplémentaire, sans créer d'écosystème et sans réindustrialisation? Le deuxième point que ça pose, c'est la question des catégories socio-professionnelles, parce que la carte que vous dressez est intimement liée aux cartes de catégories socio-professionnelles. C'est-à-dire que l'Ouest est plus porté notamment sur les cadres, le Nord est un peu plus porté sur les catégories tech, agroalimentaire, populaires, etc. Et donc vous avez une spécificité régionale. Vous avez la spécificité Bretagne, la spécificité de l'Île-de-France, la spécificité d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région très industrielle. Et par contre, la zone du Sud-Est, la zone du Nord et la zone de l'Est, qui sont des zones anciennement industrialisées, auxquelles on n'a toujours pas réussi, depuis une vingtaine d'années, à retourner et à augmenter la part de l'industrie dans le PIB. Et ça pose ensuite après une troisième question, en termes d'aménagement, à partir du niveau de vie. Est-ce qu'il ne faut pas ensuite s'attaquer à un tabou, qui est de régionaliser le SMIC, parce que vous avez des niveaux de vie qui existait avant, William, avant. C'est le SMIC. C'est le SMIC. Et vous n'avez pas un même niveau de vie dans la région parisienne que dans le Nord. Et donc, du coup, le SMIC doit être corrélé non pas à la question du niveau de vie national, mais à partir du niveau de vie local. Du bassin, de logement et d'emploi. Je vous ai vu hocher la tête, vous n'êtes pas d'accord? Oui, les Français se plaignent déjà de ne pas être assez payés et que le SMIC ne soit pas assez haut. Donc, le faire baisser dans les régions où le niveau de vie est moindre, je pense que c'est... Il y a un danger social, enfin en tout cas le risque d'un morcellement, mais c'est vrai que les loyers ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres choses qui sont possibles, c'est aussi que les Français ne bougent pas beaucoup, ne déménagent pas beaucoup. C'est vrai, la mobilité, c'est possible de favoriser la mobilité, malgré tout. Si on réindustrialise, les emplois peuvent vraiment attirer et favoriser des mobilités. Juste, William Tell lance un débat, c'est-à-dire comment on fait pour atteindre les 5,5 avec un certain nombre de paramètres qui ne sont pas encore tout à fait rendus. C'est qu'on a un ministre de l'Industrie qui dit on réindustrialise, mais quand on regarde les chiffres, on voit qu'il y a plus de fermeture que de réindustrialisation, même si on recrée des usines. Comment on fait pour remettre, je mets des guillemets, les Français au travail? Parce que c'est l'enjeu de tous les DRH qui viennent sur ce plateau, nous disent, nous on cherche, on ne trouve pas, on n'a pas la main-d'œuvre, les gens ne viennent pas. Et que ce soit dans le conseil ou dans l'industrie. S'il y avait une solution miracle, je pense qu'elle serait déjà mise en place. Il n'y a quand même pas une solution miracle et je pense que tout le monde le sait. Ensuite, il y a un certain nombre de choses qu'il faut faire. La formation en fait partie. On le sait bien, puisque comme on le disait, c'est notamment quand même les régions où les gens sont les moins formés, ou les plus éloignés eux-mêmes de l'emploi, qui ont le plus fort taux de chômage et qui le conservent. C'est 20 ans qu'on l'entend ça. Hein. Oui, mais il faut former. Non, mais il ne suffit pas de le dire pour le faire. Il faut le faire. Et aujourd'hui, c'est pas ce qu'on fait. Une troisième chose qui est également le poids de la dette, je dirais des charges publiques. La France reste aujourd'hui trop chargée en charges publiques. On l'a pas dit, mais il ne faut pas oublier que l'année dernière, du simple fait de l'augmentation des taux d'intérêt, il y a eu 15 milliards, de la dette, il y a eu 15 milliards de dépensés en plus. C'est l'équivalent de ce qu'on va économiser avec la réforme des retraites. Si jamais Donc la dette avait été... On dégraisse le mammouth, François. Si jamais la dette avait été au niveau de ce qui a été sous Chirac, on aurait 25 milliards
je dirais, de charges d'intérêt en moins qui pourraient servir, là encore, à améliorer la compétitivité et à créer des emplois. On dégraisse. Mais la question, ce n'est pas seulement de dégraisser, c'est aujourd'hui de transformer l'État, de le rendre beaucoup plus efficace. Et donc, la question de dégraisser le mammouth en fait partie, mais ce n'est pas l'élément essentiel. C'est pas de moi dégraisser le mammouth, vous avez compris. Mais le meilleur moyen de dégraisser le mammouth, comme on le dit, c'est est-ce qu'on arrivera à réduire les dépenses publiques? Emmanuel Macron avait été élu en 2017 avec le plan Action publique 2022. Et au final, la part de dépenses publiques par rapport au PIB a augmenté en raison de la crise sanitaire. Si par cas, vous pouvez augmenter le taux d'emploi. Le taux d'emploi d'écart entre la France et l'Allemagne est de 68 à 76% pour l'Allemagne. Ces 8 points d'écart nous permettraient de ne plus être en déficit public et d'avoir 1 à 2% d'excédent budgétaire. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que pour atteindre le plein emploi, il faut cibler en fait les fonctions de catégorie. Donc vous avez les catégories socio-professionnelles que vous avez indiquées, ceux qui n'ont pas de diplôme. Ensuite, il y a la catégorie des jeunes et la catégorie des seniors. Et donc, je pense les fameux. Et donc, du coup, je pense qu'en fait, une politique nationale ne convient pas forcément, mais il faut faire des politiques ciblées. La première, c'est de mettre en place un taux de cotisation variable dans le temps. Plus au départ de votre entrée dans l'entreprise, vous augmentez les cotisations sociales, et plus votre entreprise, elle baisse au fil du temps, ce qui permettra un maintien dans l'emploi. Le deuxième élément, c'est est-ce qu'il ne faut pas changer par rapport aux nouvelles aspirations des jeunes qui, eux, veulent travailler dans des endroits spécifiques, notamment dans les grandes écoles, ils veulent travailler principalement dans l'écologie, l'industrie, etc. À ce moment-là, est-ce qu'on ne spécialise pas la France sur l'industrie verte? Et c'est un projet de Bruno Le Maire pour pouvoir attirer de nouveaux profils. Ça, c'est une idée à creuser, et un qui avance. Troisième point sur les catégories dits employés et catégories populaires, le seul moyen, c'est de réindustrialiser, parce que c'est le seul moyen, c'est l'emploi qui crée le plus de valeur ajoutée, qui leur permet d'augmenter leur pouvoir d'achat, et donc du coup de pouvoir en plus structurer les territoires et de refaire un grand plan d'aménagement du territoire pour faire en sorte que les moyennes villes, les villes rurales puissent être habitables. Les pneus dans l'Aisne, je crois que c'est dans l'Aisne, 10%, 10,3%, c'est un des départements que vous avez vu avec la Guadeloupe en tête, la Réunion, les Pyrénées-Orientales, je les ai cités, et la Seine-Saint-Denis, où le taux de chômage est au-dessus de 10 largement pour certains départements. Marine Balançard, un mot avant de parler de la semaine des 4 jours, parce que tout ça est lié. Parce qu'on est en train de renverser la table dans notre rapport au travail. Parce que les sujets qu'on traite aujourd'hui, ils sont l'air de rien intimement liés à la revendication de certains salariés et de nombreux salariés qui disent « mais moi, je veux la semaine des 4 jours. Je l'exige. » Et d'ailleurs, Sophie Binet, elle soutient cette semaine des 4 jours. C'est intéressant d'entendre un syndicat ouvrier plutôt industriel dont la leader dit « moi, la semaine des 4 jours, ça me va bien. » Non, là aussi, vous faites la moue. Non, mais moi, je l'ai faite la semaine des 4 jours, je l'ai expérimenté personnellement, c'est une catastrophe. C'est dur. C'est très dur parce que vous concentrez le travail sur 4 jours, donc vous travaillez 10 heures par jour minimum, donc vous rentrez à pas d'heure, vous ne voyez pas vos enfants. Et le 5e jour, qu'est-ce que vous faites? Les courses, pour une femme, c'est catastrophique. Et parfois même, on continue à travailler, il faut le dire. On continue à travailler éventuellement à distance. Sur le mais téléphone. Ça a été les pires moments de ma vie professionnelle. Je préfère largement travailler 5 jours. Mais avec un temps. Et de façon équilibrée, et surtout en aimant son travail, en ayant la chance d'aimer son travail. Parce que, voilà, quand on aime son travail, ça devient plus du tout un objectif de travailler de moins en moins. Le travail est également un facteur d'épanouissement. Mais donc ça veut dire... Je pense qu'on a un problème avec le travail. Mais Marine, ça fait écho à ce que vous dites. C'est-à-dire que quand on veut travailler 4 jours, ça veut dire qu'on n'aime plus son travail et que finalement, on gagne en plus une journée où on ne va pas au boulot. Non, mais il y a de ça. Je pense qu'il y a beaucoup de choses. Il y a la recherche de flexibilité. Il y a le fait que les gens aient de 2 plus grands week-ends pour faire autre chose. On est d'accord. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on essaie pour une fois d'être... Vous dirigez, vous, une entreprise. Et vous n'avez pas ces revendications-là de vos... Non, on ne nous demande pas ça aujourd'hui. Les gens veulent avoir plus de flexibilité. Ils ne demandent pas... Là encore, aujourd'hui, si c'est pour faire donc 35 heures sur 4 jours, ça veut donc dire qu'on travaillera 9 heures par jour. Il ne faut pas oublier que les 8 heures ont été garanties en 1919 en France, qui était considéré comme une grande conquête sociale. Si vous voulez travailler, je dirais, les gens plus... Il y aura des conséquences défavorables, comme les est parfaitement Marine sur le sujet. Et par ailleurs, on est en train de dire tout à l'heure qu'il faut que les Français travaillent plus. Est-ce que la meilleure façon de les faire travailler plus, c'est de leur faire passer un jour de moins au bureau? Je ne crois pas. Et de fait, ça les devient une entreprise. Donc aujourd'hui, il faut retrouver la cohérence. Et c'est pas parce que 95% des Français sont pour qu'il faut forcément dire oui. Enfin, il me semble que pour la retraite, 82% des Français sont pour que la retraite soit à 62 ans. Il me semble que le gouvernement veut pour autant leur rappeler 64 ans. Donc, il n'y a aucune cohérence à suivre un sondage et pas l'autre. Et donc aujourd'hui, le vrai sujet, c'est que les Français travaillent collectivement plus pour produire plus de richesses et pour arriver à subvenir tous les besoins que nous avons. C'est beaucoup plus important aujourd'hui que de réduire la durée du temps passé au bureau. Avantage auquel les professionnels sont prêts à renoncer, c'est la formation pour 46% d'entre eux, 41% c'est le télétravail et 14% d'entre eux c'est la prime annuelle, comme quoi l'enjeu de l'argent et des rémunérations reste assez haut quand même dans l'idée qu'on ne lâche pas comme ça. C'est ce que montrent beaucoup de sondages. Juste, William, une question, parce que sur la semaine des 4 jours, je suis désolé, mais il faut quand même poser le sujet. Vous avez posé la fonction publique et l'idée d'un État un peu plus sobre. En fait, la semaine des 4 jours cache la semaine de 32 heures pour répondre à Marine Balançard. Mais clairement. Parce que le
le débat qui est posé derrière, c'est la semaine de 32 heures que personne ne veut poser et verbaliser. Mais c'est ça le sujet. Pierre Laroutourou et quelques autres. Mais en même temps, si vous posez la question, est-ce que vous voulez travailler moins pour gagner autant? La plupart des Français vous diront oui. Bah oui, c'est normal que vous avez 95%. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Le premier point que je vois. Le deuxième point que je vois, c'est que c'est pas étonnant que la CGT soit pour, parce que vous avez une évolution du profil, comme vous l'avez souligné, la nouvelle secrétaire générale et cadre. Alors qu'avant, c'était plutôt un mouvement ouvrier. Est-ce que c'est quand vous regardez la répartition géographique et surtout la répartition en termes de catégories socio-professionnelles, est-ce que les catégories intermédiaires et employés qui ont le plus de difficultés pour accéder à l'emploi et qui ont le plus de difficultés de pouvoir d'achat veulent travailler 4 jours? Ce n'est pas totalement certain. Ils ne sont pas prêts à sacrifier leur salaire. L'autre point que je vois, c'est le point essentiel que montre cette étude, c'est que ce qu'il faut, c'est de la flexibilité. Ce que veulent notamment les nouveaux entrants sur le marché du travail, c'est qu'ils veulent maîtriser leur calendrier, veulent être davantage fixés en termes d'obligations, de missions et d'objectifs à atteindre, plutôt que de savoir de venir à quelle heure au bureau, de finir à quelle heure. S'ils peuvent arriver plus tard, mais en temps terminer plus tard et mieux organiser leur temps de travail, ils le feront et ça permet à la fois d'avoir une meilleure productivité et de les responsabiliser, ce qui peut être intéressant à long terme. Étude Walters People, vous avez 95% des professionnels, vous l'avez cité, qui souhaiteraient, je donne ma source, passer à la semaine des 4 jours, et vous la combattrez, vous la combattez cette semaine. Vous dites attention au miroir aux alouettes pour conclure. Mais oui, et particulièrement pour les femmes. Mais oui, c'est une catastrophe. Ça fait des centaines d'années qu'on essaie de sortir de la maison, et là, on a l'impression qu'on veut nous y remettre de force. Tiens, retourne à la maison vendredi, tu pourras faire le ménage et les courses. Et comme ça, on sera tranquille le week-end. Non. Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ces sujets. Il y a plein de sujets en attente. La loi travail, il y avait aussi une loi travail et immigration, je l'ai pas traité, mais qui est un autre sujet lui aussi en attente. Et ça bouchonne pas mal, évidemment, à l'Assemblée nationale. Merci à vous, Marine Balançard, directrice générale du cabinet Harris et Al. Merci à François Vigne, associé Sycomore et un des membres éminents des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Merci. Et William Tay, président Le Millénaire, un think tank gaulliste. Merci à vous trois. Et juste après, c'est Fenêtres sur l'emploi. Et on parle justement des métiers à impact. Ça, c'est un sujet important, évidemment, dans Fenêtres sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtres sur l'emploi. On parle de l'impact des métiers à impact et on en parle avec Catherine Brennan. Bonjour Catherine. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Vous êtes déjà venue sur notre plateau justement parler de ces sujets. Directrice des opérations chez Burdeo. On va parler de ces métiers à impact. D'abord, Burdeo, c'est un cabinet de recrutement un peu spécialisé justement sur ces métiers à impact. Absolument, depuis 13 ans maintenant. C'est dans notre ADN, c'est notre raison d'être, d'accompagner les entreprises pour trouver les meilleurs talents qui vont porter la durabilité au sein de leur organisation et bien sûr accompagner les talents qui veulent aussi avoir un impact de par leur métier. Ils sont d'ailleurs de plus en plus nombreux, ces talents. Ils sortent d'HEC, ils sortent des grandes écoles et ils disent, moi je ne veux pas aller dans une entreprise qui pollue, je ne veux pas aller... Les métiers à impact pour ces jeunes talents, et moins jeunes d'ailleurs, c'est quoi un métier à impact? Si on devait... Je suis sûr qu'il n'y a pas de définition. Oui, je suis assez d'accord avec vous, il n'y a pas de définition normée, mais c'est un métier dans lequel on apporte des solutions pour réduire l'impact des organisations et de leur activité sur l'environnement. Et c'est un métier où on essaye aussi d'avoir des impacts positifs, puisqu'on commence à parler d'entreprises régénératives. Donc ça va au-delà de réduire ces impacts négatifs. Alors, vous portez, c'est pas un baromètre, mais c'est un classement des 5 métiers à impact, ceux qui sont en tout cas les plus plébiscités. On va commencer, c'est un peu une liste à l'après-vert, mais c'est intéressant de les expertiser. Le ou la responsable de l'économie circulaire. Alors, il y a 5 ans, personne n'en parlait de ça. Alors, effectivement, c'est un métier qui se développe et encore une fois porté par la réglementation. Mais Exactement. On voit bien que les entreprises tentent de renouveler leur business model et tentent de faire en sorte que leurs produits aient plusieurs vies. Et en tous les cas, les matériaux qui sont utilisés dans ces produits puissent être réutilisés. Donc, un responsable économie circulaire, c'est quelqu'un qui va penser l'éco-design du produit, qui va penser son cycle de vie, du moment où on extrait les matières premières jusqu'à la fin de vie de ce produit. Pour être un peu concret, parce que ça c'est intéressant, vous êtes un cabinet de recrutement, on recrute des ingénieurs, c'est des bac plus 5. Quel profil de poste? Parce qu'il doit être à la fois un peu artiste, un peu designer, un peu concepteur, mais en même temps avoir une connaissance scientifique des matériaux. Enfin, c'est un poste un peu compliqué quand même.
Oui, alors c'est effectivement un poste assez large, mais c'est aussi quelqu'un qui a une compréhension du business de l'entreprise et de l'utilisation même qui vont être faits de ces produits. Deuxième métier, ils sont classés par ordre d'importance ou non, là en fait c'est au choix, le ou la juriste RSE. Là aussi, la réglementation a du poids. Hein. Absolument, absolument. Et c'est un métier qui me tient particulièrement à cœur. Je suis ravie de voir que les directions juridiques et que les profils juridiques prennent toute leur place maintenant sur ces sujets-là. Vous l'avez mentionné, la réglementation est de plus en plus complexe et ils ont vraiment un rôle presque de lanceur d'alerte, de permettre aux entreprises d'être en amont de cette réglementation. Attention, il faut rendre les notes égalité femmes-hommes. Attention, c'est très complexe quand même. Hein. Oui, mais ils ont vraiment ce rôle d'être en avance de phase aussi par rapport à la réglementation pour que l'entreprise se mette en ordre de marche. En conformité aussi. Possible. C'est ça. Et en avance pour certaines d'entre elles. Autre sujet, celui-ci, là aussi, il est au cœur de l'actualité, c'est le ou la responsable des mesures d'impact data ESG, ESG qui est le synonyme de RSE versus monde de la finance, pour être un peu concret. Mais là, c'est les data, ça aussi, c'est un sujet qui percute l'actualité, c'est-à-dire qu'auparavant, on envoyait un mail, c'est super, bah non, en fait, on s'est aperçu que ça avait des enjeux, évidemment, sur le climat. Donc ça, c'est un poste clé, ça aussi. Alors, c'est un poste qui devient de plus en plus important dans l'entreprise parce qu'on mesure énormément actuellement. Encore une fois, drivé par la réglementation, mais aussi parce qu'on a vraiment besoin de faire un état des lieux de l'impact des différentes activités. Donc, on mesure beaucoup. Et ça, c'est aussi un rôle, je pense, qui peut attirer beaucoup de jeunes diplômés qui sont dans l'intelligence artificielle, dans la data, parce que cette data, il faut non seulement savoir la collecter, savoir quoi collecter, mais il y a du sens. Mais il faut surtout y donner du sens pour que ça soit utile à l'ensemble du business. Oui, et puis vertueux, c'est un modèle vertueux. Et ça, c'est un vrai débat aussi technologique pour savoir comment on consomme moins d'électricité, d'énergie dans les data centers. Des deux derniers métiers, la manager d'adaptation au changement climatique, là c'est assez concret dans le titre, et le dernier, c'est le Chief Value Officer. Ils se répondent. Ah, pas tout à fait. Alors, le manager en termes d'adaptation au changement climatique, ça, c'est un métier que j'aurais adoré faire. Mais c'est pas trop tard. C'est un métier qui va... Non, mais j'adore mon rôle au sein de Burdeo. Mais c'est un métier qui va permettre à l'entreprise de se projeter, et de se projeter peut-être à 10, 20 ans, pour vraiment évaluer les risques que pose le changement climatique appuyé sur la science pour ces activités. Donc, comment j'envisage ma ligne de production, par exemple, dans 10 ou 20 ans, si j'ai une usine qui est proche de la mer ou si j'ai une usine qui est proche d'un bassin hydrique qui est en train de... Voilà. Qui est en train de se tarir. Et presque lanceur d'alerte au niveau du COMEX en disant attention, là, on a un sujet. Oui. Dernier sujet et dernier métier, donc le Chief Value Officer, donc ils ne se répondent pas. Non, ils ne se répondent pas parce que le Chief Value Officer, c'est... Eh bien, j'ai envie de dire que c'est le nouveau DAF, c'est le nouveau CFO. C'est plus seulement regarder une performance de l'entreprise uniquement par ses données financières, mais vraiment intégrer la partie extra-financière dans ce métier. Ça, c'est vrai que c'est un sujet à enjeu. Il n'y a pas que la valeur. L'entreprise aujourd'hui est une entreprise à mission. Ces sujets et ces métiers, évidemment, sont potentiellement des postes à pourvoir et qui accueillent des talents. Allez jeter un œil chez Burdeo, peut-être qu'il y a effectivement ces métiers proposés. Merci à vous d'être venue sur notre plateau, Catherine Brennan. Vous êtes la directrice d'opération chez Burdeo. Merci. L'émission est terminée. Merci à vous. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité, évidemment. Merci pour tous vos messages. Je serai là demain. Je remercie toute l'équipe. Raphaël à la réalisation aujourd'hui. Thibaut au son. Et merci à l'équipe de programmation, Nicolas Juchat et Alexis, pour cette équipe de programmation. Je serai là demain. Bye bye.